Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de la façon de se libérer de l'emprise par la régulation des émotions. La perversion narcissique se traduit dans la relation à l'autre par un contrôle coercitif, c'est-à-dire un ensemble de violences psychologiques, verbales, physiques, parfois économiques ou sexuelles, et cela s'accompagne de techniques de manipulation et de séduction. Dans le contrôle coercitif, le pervers narcissique domine et exploite sa proie. Il vise à détruire son identité car il y a des angoisses sous-jacentes de type paranoïaque qui le poussent à anticiper l'agression, la violence en étant lui-même ou elle-même, c'est aussi bien présent chez les hommes que chez les femmes, donc violent. Cette séduction, cette manipulation peut se traduire de différentes façons. Par exemple, utiliser l'autre comme instrument sans prendre en considération ses émotions, ses besoins, grâce au mensonge, grâce à la flatterie, un double jeu alternant donc séduction et destruction. Ou bien cela peut se traduire également par le chantage, la culpabilisation, le dénigrement, le non-engagement dans la relation, des messages paradoxaux, c'est-à-dire utiliser une phrase et puis dire le contraire, faire une action et puis faire le contraire. Et donc ces messages paradoxaux, eh bien, ils sont présents pour rendre la victime confuse et maintenir l'emprise. Le langage flou fait partie également de la manipulation. Donc, l'usage, par exemple, du «on» est une façon de rendre flou l'application de chacun dans la relation. Et le «on» représente à la fois moi et l'autre. On ne sait pas très bien qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et c'est ainsi très facile de manipuler l'autre. Donc, la victime est confuse face à cette manipulation en alternance avec des comportements destructeurs. Et dans la confusion, eh bien, elle subit un stress chronique. Il y a perception de signaux de danger, mais la confusion fait qu'elle ne retient pas finalement ce qui est important et qui pourrait l'aider à fuir. Nous verrons pourquoi après. Et elle est en l'insécurité. Donc cette insécurité, elle se traduit dans le système nerveux par une saturation des hormones du stress, donc l'adrénaline, le cortisol, et cette saturation du corps par les hormones du stress provoque des comportements de survie qui sont de trois types, selon la théorie polyvagale de Stephen Porges. Donc on peut repérer soit le combat, soit la fuite, soit le figement et la dissociation. Dans le combat, la victime tente d'abord de faire valoir son avis ou de montrer les incohérences, les mensonges. Elle pense peut-être qu'elle va arriver à une discussion, à un dialogue. Elle résiste à cette tentative de domination de la personnalité perverse narcissique et finalement, elle reçoit en retour du dénigrement encore davantage, la culpabilisation, toutes sortes de violences qui finalement lui montrent qu'il est impossible de dialoguer. Elle est en colère et cette colère est liée à la partie combative, ce mécanisme de survie de son moi qui la pousse à essayer finalement de se faire entendre, mais en vain, devant toutes ces injustices, ces mensonges, cette trahison qu'elle subit. Eh bien, elle tente de s'affirmer, de poser ses limites et au contraire, elle n'est pas entendue, elle subit davantage de représailles. Sans succès devant ces violences et ces tentatives de dialogue, eh bien, finalement, elle anesthésie ses émotions avec des addictions. Elle prend refuge dans les écrans ou bien elle s'anesthésie avec un produit. Cette souffrance insupportable qui est liée aux violences répétitives dans cette relation, eh bien, elle anesthésie la souffrance avec ces produits, ces addictions.
Et elle est alors accusée, à nouveau, accusée par exemple d'être indifférente, d'être absente, puisqu'elle fuit. Et c'est toujours finalement la même chose, elle prend conscience que cette relation n'aboutit pas au dialogue, n'aboutit pas à une harmonie. Mais elle n'arrive pas à se mobiliser pour s'échapper, vraiment dans le sens de sortir de l'emprise, parce qu'il y a ces mécanismes de manipulation qui sont là à l'œuvre et qu'elle n'a pas repérés. Elle se fige alors et se dissocie de son corps, et cette dissociation la coupe de ses sensations, de ses émotions. C'est un mécanisme de survie qui est très utile au moment du traumatisme, quand la souffrance est insupportable et que la personne n'arrive pas à prendre du recul, n'arrive pas à trouver des solutions. Eh bien, c'est très utile pour survivre. Elle se sent, si elle est en figement, désespérée, honteuse, elle se sent coupable de ce qui arrive dans la relation, d'autant plus qu'elle est culpabilisée constamment par cette personnalité perverse narcissique. Et dans le figement, eh bien, elle est fatiguée de façon vraiment intense, parfois jusqu'au burn-out. Et la dépression, elle est vraiment dans un ressenti pénible, que ce soit la douleur chronique ou bien des sensations de lourdeur, le sentiment qu'elle n'a plus de valeur. Et sa santé peut se dégrader à cause de la chute de l'immunité. Elle n'arrive plus à ressentir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce dont elle a besoin, quelles sont ses émotions, ses sensations. Elle n'arrive plus à s'apaiser et à prendre soin d'elle, à prendre soin de ses besoins. Elle n'arrive plus à se mobiliser, c'est l'impuissance apprise que l'on observe dans les relations d'emprise, cette impuissance donc qui est une sorte de désespérance apprise. Et donc cette émotion pénible eh bien, peut l'entraîner loin dans la dépression et donc dans une perte de la santé physique et mentale. Elle n'arrive plus à poser ses limites, elle n'arrive plus à s'affirmer, puisqu'elle est finalement constamment dénigrée et l'objet de violence, elle est réduite à l'état d'objet, quoi qu'elle fasse. Elle développe alors une image négative de soi et du monde, elle se coupe de son ressenti, et ce processus peut prendre vraiment beaucoup d'importance, déstabiliser sa relation avec elle-même, mais aussi sa relation au monde, et créer des relations instables. Et c'est avec le temps quelque chose qui l'amène à l'isolement. Et le pervers narcissique ou la perverse narcissique profite évidemment encore davantage de cet isolement pour installer son emprise. C'est d'autant plus vrai si la victime a des traumatismes complexes depuis l'enfance, donc des situations de l'enfance où elle a vécu des négligences, des abus, des violences de toutes sortes. Et donc, ça peut être aussi une maladie, celle d'un proche ou d'autres choses qui lui ont fait perdre son sentiment de sécurité. Ça peut être une figure d'attachement qui est elle-même insécure dans la relation à l'enfant et qui ne lui permet pas de se sentir en sécurité. Comment alors réguler ses émotions face à cette situation? Eh bien, je peux envisager 6 voies possibles. La première voie, ce serait de faire face à l'emprise en prenant conscience de la dégradation psychologique, de la dégradation de sa situation et de sa santé. Et donc souvent, malheureusement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose dans le comportement soit de l'agresseur, soit de l'environnement ou de son corps qui pose problème, vraiment qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc à ce moment-là, la victime prend conscience qu'elle est en danger. Dans la deuxième phase, cette deuxième phase demande une prise de recul. Et la prise de recul, c'est vraiment de pouvoir observer ce qu'il se passe. Et cette position d'observateur, eh bien, cela demande un état de sécurité. Donc, pour ressentir ce sentiment de sécurité, d'apaisement, eh bien, elle peut recourir à des ressources. Mais si elle est coupée de son corps, de ses émotions, dans un premier temps, eh bien, il est alors indispensable de recourir à des ressources externes,
que ce soit par exemple une activité extérieure apaisante, prendre soin de son jardin, se promener dans la nature, avoir une relation avec un animal qui est apaisant dans l'amour inconditionnel. Ça peut être contempler la beauté autour de soi. Ça peut être se connecter à une personne bienveillante, une personne sécurisante, capable d'empathie. Toutes les ressources d'apaisement sont utiles dans cette phase pour vraiment prendre conscience de son état et donc pouvoir ressentir des sensations agréables. Ressentir ces sensations agréables, eh bien, cela demande de ressentir là dans le corps, de localiser dans le corps ces sensations et d'en prendre conscience pendant 30 secondes de manière à ce que l'information sensorielle par le nerf vague remonte au cerveau et puisse créer de nouveaux neurones de sécurité. Et à force de répéter ces expériences agréables, eh bien, tout un réseau neuronal de sécurité se crée dans le cerveau et permet alors de retrouver l'énergie, de retrouver des qualités nécessaires pour prendre du recul. Avec ce recul, eh bien, elle peut se légitimer, c'est la troisième phase, se légitimer aussi bien dans ses qualités que dans ses sensations et dans ses émotions. Et ça peut être parfois difficile si la victime dans l'enfance n'a pas été légitimée dans ses émotions, dans ses sensations. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir trouver alors une personne ressource qui l'aide à légitimer ce qu'elle ressent. Et donc, il est utile de savoir qu'une émotion, eh bien, elle a une fonction positive. Par exemple, la colère permet de sentir ce qui ne nous convient pas et de poser ses limites, ainsi que le dégoût. Ou bien la peur est le signal qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose en soi ou en l'autre qui est menaçant. Et donc de pouvoir prendre du recul, de prendre distance. La tristesse est l'occasion de faire un deuil, c'est la prise de conscience d'une perte et donc le travail de deuil peut se faire grâce à la tristesse. La joie permet de donner l'impulsion de revivre cette expérience agréable. Il est vraiment également utile de reconnaître les émotions. Et donc, chaque émotion peut être lisible sur le corps. Par exemple, si l'on a peur, on écarquille les yeux, on se rétracte. Si on est en colère, on est plutôt dans une énergie bouillonnante qui pousse à l'action. On a chaud, on transpire, à l'inverse de la peur qui rétracte et donc qui donne froid, qui paralyse le corps. La tristesse, c'est plutôt une sensation de lourdeur avec un sentiment d'abattement. Et donc, quand on est dans la tristesse, on est plutôt dans l'immobilisation du corps. Donc, ce repérage et cette reconnaissance des émotions, eh bien, permet de les accueillir alors pleinement grâce aux ressources. Il est possible, avec les ressources, d'accueillir en état de sécurité ces émotions pénibles et de pouvoir les transformer. Là, c'est la cinquième phase qui commence. Après avoir identifié les émotions, après les avoir accueillies, eh bien, on peut les comprendre et les relier à un souvenir, à une situation du passé. Et de ce fait, eh bien, on peut transformer l'état qui est lié à ce souvenir grâce aux ressources de sécurité. Donc, on appelle ça la double conscience, c'est-à-dire je suis ici et maintenant, en sécurité, dans le présent et je peux en même temps me connecter dans mon souvenir, donc qui est dans le cerveau limbique, eh bien, à une relation, un souvenir où il y a eu de l'insécurité, où il y a eu des violences parfois ou d'autres choses qui ont mis en danger la victime et elle répète dans le présent ce schéma. Repérer ce schéma permet de s'en libérer. Le repérage est suivi de l'accueil des émotions et de la connexion aux ressources de sécurité pour transformer le ressenti de ce souvenir. Sixième étape, eh bien, grâce aux ressources d'apaisement, la fenêtre de tolérance du système nerveux de la victime s'agrandit. Elle peut alors disposer de l'énergie, du sentiment de sécurité, d'apaisement
pour sortir de l'impuissance apprise, du désespoir appris. Elle n'est plus dominée par ses mécanismes de survie et ses émotions pénibles. Elle peut apprendre ainsi à réguler ses émotions et à contre-manipuler en état de sécurité, car son esprit est apaisé, il est clair, il est capable d'analyser ce qui se passe en elle et dans la relation. Elle peut repérer, grâce à cet esprit clair, les stratégies de manipulation et de destruction de la personnalité perverse narcissique. Elle peut aussi neutraliser en elle les effets de ces mécanismes de survie, stigmatisés par le pervers narcissique quand il la domine. Et par exemple, on peut imaginer la fuite. Donc dans les mécanismes de survie, il y a le combat, la fuite et le figement. Dans la fuite, par exemple, elle idéalise l'agresseur et cela empêche de prendre du recul, de prendre distance et donc d'accorder toute son importance aux signaux de danger. Elle ne retient que les bons souvenirs, elle sympathise avec l'agresseur et elle nie ses perceptions, elle fait une sorte de gaslighting vis-à-vis d'elle-même. Et voilà, si on peut se connecter à une ressource de sécurité, eh bien alors on peut ressentir l'apaisement, les sensations agréables et transformer cette peur qui est sous-jacente à la fuite, par exemple, la peur d'être nul, la peur d'être dévalorisé. Et grâce à une ressource de sécurité, eh bien, on transforme la peur. Par exemple, on peut se rappeler d'une situation où on a été fier de soi, où on a été complimenté. On peut comprendre aussi que cette peur est liée à une situation de l'enfance où on a été de façon parfois récurrente dévalorisé, non reconnu, non vu par une figure d'attachement. Et donc, grâce à cette compréhension, on peut transformer le souvenir, on peut retrouver un état de sécurité et satisfaire ses besoins. La victime n'a pas toujours reçu de reconnaissance positive pour ce qu'elle était. Et donc là, c'est l'occasion de se donner à elle-même cette reconnaissance. Mais c'est difficile si elle n'a reçu aucun compliment ou très peu et qu'elle ne croit pas finalement aux compliments. Elle peut alors prendre un modèle. Un modèle, c'est par exemple quelqu'un qui a cette estime de soi ou qui peut être une figure d'attachement, figure symbolique d'attachement pour elle, qui a les qualités d'un bon parent, qui la reconnaît, qui la voit, qui lui donne de l'importance. Et donc, elle peut, dans son imaginaire, créer cette relation de sécurité avec ce modèle, cette figure d'attachement symbolique, et faire l'expérience d'une co-régulation, donc soit dans son imaginaire, soit elle trouve dans la réalité quelqu'un qui serait doté de ces qualités et qui pourrait lui donner de la reconnaissance grâce à un dialogue et une reconnaissance de ses émotions, de ses besoins. Ça peut être un psychothérapeute qui soit aussi alors un modèle de régulation émotionnelle et ce modèle, elle pourra l'intérioriser pour développer des qualités de bons parents envers elle-même, développer des compétences pour prendre soin de ses besoins, pour s'apaiser et se libérer de l'emprise grâce à la régulation et à la co-régulation de ses émotions. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » aux éditions Ellipse dans la collection Récits et témoignages ainsi que dans la collection Sans questions-réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.